Alors, en Turquie, les droits humains, évidemment, dans le cadre de la République, ont été pendant longtemps réservés à une minorité, et encore, même cette minorité n'était pas totalement garantie dans le respect de ses droits. Il y avait une tradition très forte du pouvoir d'État, la raison d'État dominait quasi totalement sur la question des droits humains, grosso modo jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien que des droits sont reconnus formellement aux citoyens et qu'il y ait eu des avancées permettant l'expression, la base sur laquelle on peut déployer une démocratie, comme par exemple la séparation, les lois sur la laïcité d'une certaine manière, et le droit des femmes particulièrement avec le Code civil de 1926, le droit de vote des femmes de 1934, et normalement le respect de la personne humaine face à des abus d'autorité du pouvoir. Mais dans la réalité, évidemment, comme vous savez, à partir de 1925, la Turquie a connu une longue période de parti unique jusqu'en 1946. Et cette période de parti unique, évidemment, naturellement, je dirais, automatiquement, pose la question des droits humains. La répression était inhérente à ce régime. Il faut aussi dire une chose qu'il faut et qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. La répression, la férocité du pouvoir d'aujourd'hui sans se rappeler que la République de Turquie elle-même a été fondée sur la guerre, évidemment, qui a causé énormément de torts et de malheurs à partir de 1912, les guerres balkaniques, mais aussi une énorme crimes contre l'humanité successifs qui ont été perpétrés dans la dernière période de l'Empire ottoman, le génocide des Arméniens, les pogroms contre les populations non musulmanes, les massacres et les massacres contre la population kurde demandant leur reconnaissance de leur identité ou refusant le pouvoir de se soumettre au pouvoir central comme à Dersim en 1937-38. Il y a eu des pogroms contre les Juifs dans les années 30. Il y a eu des pogroms contre les minorités chrétiennes et particulièrement grecques et arméniennes en 1955 dans les grandes villes de la Turquie. Il y a eu les populations grecques ayant la nationalité grecque ont été chassés en 1964, et puis une série de comportements de l'État discriminant les droits des citoyens non musulmans. En Turquie, malheureusement, encore aujourd'hui, d'abord, avant de commencer sur la répression, avant d'aller sur la partie État répressif, reconnaissons qu'il n'y a pas égalité citoyenne. Il y a 82, 83, voire 84 millions maintenant d'habitants en Turquie. Il y a à peu près 83 millions de ressortissants de Turquie vivant en Turquie, plus des ressortissants de Turquie vivant à l'étranger. Mais du point de vue de l'égalité des droits, tous les citoyens de la Turquie ne sont pas égaux. D'abord, commençons par ça. Ils ne sont pas égaux puisque les citoyens sont officieusement, pas dans les lois, pas dans les textes de loi, mais dans la pratique, les citoyens sont classés en 3 catégories. De fait,
il y a d'abord les citoyens, disons, de première classe. Ces citoyens de première classe sont les citoyens qui sont turcophones, turcs d'origine, musulmans, sunnites. Leur caractère musulman, sunnite et turcophone et turc d'origine fait qu'ils sont a priori la totalité des droits reconnus aux citoyens de la République de Turquie. Cela ne veut pas dire que parmi ces citoyens, certains soient réprimés parce que leur position politique et idéologique n'est pas conforme au pouvoir du moment. Mais ces citoyens, même s'ils sont réprimés quand ils sont en opposition, de gauche ou autre chose, ces citoyens sont considérés, ont les droits qui sont reconnus à la totalité des droits potentiels en Turquie. Deuxième statut de citoyen, ce sont des musulmans qui sont soit non turcophones d'origine ou qui ne sont pas sunnites. Alors, ces deuxième catégorie, deuxième classe de citoyens, ce sont des Alévis, ce sont des Kurdes, particulièrement les deux groupes les plus importants, et ceux-là sont considérés comme des citoyens qu'on peut assimiler à terme dans la catégorie du premier citoyen, à condition qu'ils renoncent ou qu'ils mettent au second plan ou qu'ils ne mettent pas en espace public leur demande de reconnaissance d'identité culturelle, linguistique ou d'identité confessionnelle alévi. Ces deux catégories ont subi des pogroms, mais ils ne sont pas considérés comme des étrangers. Par contre, ils sont considérés comme des potentiels ennemis dans la Turquie républicaine. Et puis, la troisième catégorie, il y en a très peu, ce sont des citoyens qui sont non musulmans, arméniens, orthodoxes, grecs orthodoxes, arméniens, catholiques, juifs, syriaques, yézidis, qui sont considérés comme des citoyens étrangers, c'est-à-dire des citoyens qui sont non pas qu'on ne peut assimiler, peut-être pour les yézidis, il y avait un projet d'assimilation, mais pour les autres, impossible de les assimiler parce que leur assimilation signifie changement de leur religion, abandon de leur religion chrétien, juif, orthodoxe, catholique. Et comme cela ne se passe pas, donc ce sont des citoyens qui sont à terme censés disparaître de la Turquie, quitter la Turquie, et tous les moyens sont mis en place pour qu'ils soient découragés de vivre en Turquie. Et d'ailleurs, ce projet a réussi. Il ne reste plus que une poignée qui se situe, tout compris, autour de 100 000 personnes qui ne sont pas des citoyens non musulmans. Et malheureusement, la grande majorité des personnes qui sont persécutées en Turquie du point de vue de leur confession ou de leur appartenance politique ont été pendant très longtemps, si ils n'ont pas applaudi la répression contre les citoyens de troisième classe, ils ont été silencieux devant ces citoyens de troisième classe, les pogroms qui l'ont reçu. Et dans ce cas-là, je pense que la majorité turco-sunnite en Turquie, même si aujourd'hui se trouve en partie aussi parmi les opprimés, parmi les victimes de la répression de l'erdoganisme, participaient à cette répression, soit directement, soit en restant à l'écart, en fermant les yeux, soit en niant l'effet du passé. Alors, donc, la Turquie d'aujourd'hui, la majorité sociologique du pays, conservateur, turc, sunnite, est d'abord responsable de la situation d'aujourd'hui. De par leur participation à cet État, de par leur soumission tacite à cet État et de par leur soumission et acceptation de refus de reconnaître l'histoire telle qu'elle est passée et par conséquent, ils en portent la responsabilité. Maintenant, la Turquie, à partir des années 50-60, a connu une relative démocratisation avec multipartisme, mais cette démocratisation
n'a pas tellement touché, il faut reconnaître, les minorités dont j'ai parlé. Hein, la démocratisation a permis surtout une liberté de parole parmi les citoyens de première classe, dont je fais partie, de par mes origines. Les citoyens de première classe pouvaient être dans l'opposition, même dans le Parti ouvrier de Turquie, dans les partis de gauche, mais les autres n'avaient pas les mêmes droits, toujours, d'organiser leurs propres mouvements, leurs propres associations, et ceci a duré jusqu'aux années 90. Effectivement, dans les années 2000, dans la perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il y a eu certaines ouvertures vers la reconnaissance d'égalité citoyenne, de droits citoyens à tous. Il y a eu des avancées, mais ces avancées ont été peu soutenues par la majorité sociologique sunnite conservateur, et par conséquent, quand Tayyip Erdogan a décidé de changer de cap et de mener la Turquie vers un autoritarisme de plus en plus croissant, la résistance sociale, les mouvements sociaux n'ont pas pu freiner cette dérive. Tayyip Erdogan a obtenu, dans les élections qui ont confirmé son pouvoir autoritaire d'une manière massive, en 2014, en 2015, en 2017, en 2018, a obtenu quand même toujours une majorité très limitée, autour de 50%, mais quand même 50% de la population a voté pour Tayyip Erdogan et son parti, alors que le régime était devenu ouvertement autoritaire. Cette soumission à l'autoritarisme pose vraiment le plus grand problème en Turquie, et aujourd'hui, parmi les populations, parmi les secteurs qui ont qui subissent la répression, malheureusement, dans le passé, certains ont participé aussi à la formation de cet autoritarisme et ont soutenu explicitement les mesures qui ont été à l'origine de la dérive autoritaire. Donc, c'est plus compliqué. Ce n'est pas un coup d'État qui est tombé du ciel qui explique la répression et la disparition des droits humains en Turquie. D'abord, ça s'inscrit dans une longue tradition d'absence des droits humains, dans lequel la majorité du pays a été consentant, la majorité sociologique turco-sunnite conservateur a été, et puis nationaliste surtout, hein, la majorité nationaliste a été consentant. Ça, c'est très important. Il y a eu un consentement social qui fait que la société turque, dans sa majorité, emporte aujourd'hui la responsabilité de la situation. En fait, Monsieur Issa, vous avez décrit très bien, résumé très bien la situation actuelle de la Turquie, historique peut-être, la situation historique des droits de l'homme en Turquie. Mais j'aimerais savoir quelles sont vos hypothèses pour l'avenir, en fait. Ça va continuer comme ça à l'avenir ou il y aura des changements d'après vous? Alors, le pouvoir autoritaire devient de plus en plus répressif aujourd'hui. Oui. Plus il perd le soutien de la population, plus il devient répressif. C'est un mécanisme que nous connaissons à peu près dans tous les cas de pouvoir autoritaire dans le monde. Hein, les pouvoirs autoritaires, quand ils bénéficient le soutien réel d'une partie importante de la population, de la majorité, n'ont pas besoin d'utiliser la répression. Plus ils perdent ce soutien, plus ils se dirigent vers une répression pour se maintenir au pouvoir. C'est le cas aujourd'hui de Tayyip Erdogan qui a créé et son soutien, l'alliance islamo-nationaliste qui est au pouvoir aujourd'hui dans la personne de Tayyip Erdogan et le chef du parti d'extrême droite nationaliste Devlet Bahçeli, le parti du mouvement national, Milliyetçi Hareket Partisi. Cette alliance, évidemment, a perdu le soutien majoritaire de la population. La crise économique, la lassitude devant cette tendance extrêmement forte de polarisation de la population, la division de la société entre amis et ennemis,
et les ennemis sont les Kurdes, les Alevis, ceux qui sont rattachés au mouvement Gülen, les femmes qui réclament l'égalité, la gauche qui réclame l'égalité et la liberté, et en fait tous ceux qui s'opposent à Tayyip Erdogan dans son désir de pouvoir total en Turquie, aussi bien sur la base islamiste et nationaliste. C'est un mélange islamo-nationaliste. Hein. Souvent on dit c'est un pouvoir islamiste. Il est d'abord nationaliste et après islamiste. Utilise l'islam aussi comme un moyen de domination nationaliste, Tayyip Erdogan. Et par conséquent, devient de plus en plus répressif. Et il essaye de faire taire, d'arrêter l'espoir d'un changement politique pacifique dans la population mécontente pour pouvoir maintenir son pouvoir via les élections. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous atteignons un seuil de répression extrêmement élevé. On estime à peu près 50 000. Il y a plus de 300 000 personnes dans les prisons de la Turquie aujourd'hui. Et parmi ces 300 000 personnes, on estime à peu près 50 000 des personnes qui sont des prisonniers politiques, pour des raisons politiques. Même si on accuse ces personnes de terrorisme, de participation au coup d'État, je ne sais quoi, ce sont, dans leur très très grande majorité, ce sont des prisonniers politiques, c'est-à-dire des prisonniers qui sont mis en prison pour leur idée, leur action non violente, mais leur action contre le pouvoir de l'État est souvent accusée d'une manière totalement disproportionnée par rapport aux faits concrets qui leur sont reprochés. Alors, c'est parmi ces 50 000 ou autour de 50 000 personnes qu'on peut considérer comme des prisonniers pour des raisons politiques, évidemment, ce chiffre risque d'augmenter si la répression commence à s'accélérer. Mais de l'autre côté, le pouvoir, de par ses erreurs et de par ses obsessions, a entraîné la Turquie dans une pente de crise économique de plus en plus grave et d'isolement international de plus en plus grave, et avec une politique extérieure très aventurière, et par conséquent, il y a une crainte et une sorte de ras-le-bol qui commence à monter dans la population. On le voit ça dans les sondages d'opinion. Aujourd'hui, l'alliance au pouvoir n'est pas créditée. Les deux partis ensemble ne dépassent atteignent difficilement les 40%. Autrement dit, il y a en Turquie à peu près 60% des électeurs, selon le sondage, sont prêts à voter contre Tayyip Erdogan. Alors, cela ne veut pas dire que ces 60% est d'accord entre eux. Et c'est ça peut-être la force encore de Tayyip Erdogan aujourd'hui. Mais dans la Turquie d'aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité, de possibilité de sortir de l'erdoganisme par la voie pacifique et électorale qui est possible. Alors maintenant, évidemment, les questions qui se posent, c'est est-ce que l'autocrate, parce que c'est une autocratie en Turquie, est-ce que l'autocrate accepterait d'organiser des élections dont il sait qu'il va perdre? Moi, je pense que c'est très difficile pour Tayyip Erdogan de ne pas organiser les élections et de reporter des élections par des subterfuges de violence, création de situations d'état d'urgence, etc., se retournera encore plus lourdement payé pour lui parce que faire ces élections 2 ans après, ça risque d'être encore plus en sa défaveur. Deuxièmement, est-ce que les élections seront propres? Nous savons déjà que ces élections ne seront pas à égalité. La campagne, la compétition ne sera pas avec des moyens égaux entre l'opposition et le pouvoir. Mais ça, nous avons l'habitude.
les élections de 2011, les élections de 2015, les élections de 2017, 2018, le référendum, n'ont jamais été dans des conditions de compétition égales entre le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, ce sera encore pire probablement que dans le passé. Mais là, nous savons que malgré cela, l'opposition peut mobiliser la population. Est-ce que les élections, les élections seront propres? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y aura le même résultat entre les bulletins qui rentrent dans les urnes et les bulletins qui sortent des urnes? Est-ce que les résultats seront identiques? Nous ne savons pas. Si les écarts sont très faibles entre les deux camps, la tentation de faire invalider certains bulletins, etc., sera forte du côté de Tayyip Erdogan. Mais si l'écart est très important, comme c'est ce qui s'annonce aujourd'hui autour de 10 points, 10-15 points, c'est très difficile aussi de tricher là-dessus. Et puis, troisièmement, est-ce que Tayyip Erdogan acceptera de perdre les élections une fois annoncées, comme Donald Trump n'a pas accepté de perdre les élections? Et est-ce que les institutions républicaines de la Turquie, qui ont été totalement formatées par Tayyip Erdogan aujourd'hui, est-ce que ces institutions républicaines de la Turquie résisteront, comme ils ont résisté aux États-Unis, à la pression du pouvoir autocratique, à la pression potentielle de Tayyip Erdogan et de ses comparses pour ne pas faire reconnaître la validité des élections? Nous ne savons pas et nous espérons qu'ils le feront. Mais aujourd'hui, la Turquie a, quoi qu'il arrive, une perspective électorale, et cette perspective électorale n'est pas une perspective électorale vaine, et il ne faut pas d'abord commencer à dire est-ce que les élections auront lieu. D'abord, il faut commencer à réfléchir, à se mobiliser, à s'organiser pour que Tayyip Erdogan et ses comparses perdent ces élections et les conditions de perte des élections soient réunies par des candidatures unifiées, parce que nous avons vu partout dans le monde que face aux autocrates, si l'opposition se présente séparément, diversement, ne risque pas de gagner. Il faut qu'il y ait une forte opposition face à Tayyip Erdogan qui s'organise en reconnaissant ses différences internes, et que dans ce cas-là, il faut pousser le pouvoir à accepter la réalité des urnes. Donc, nous avons encore une chance en Turquie. Nous ne sommes pas comme en Chine dans un régime de parti unique dictatorial. Nous ne sommes pas comme en Russie dans un régime où l'opposition a été totalement brisée et n'a plus le souffle et la population a un peu abandonné le terrain politique. La Turquie n'est pas encore un pays totalement dépolitisé. La participation aux élections sont très importantes et j'espère qu'ils seront aussi très importantes la prochaine fois. Et c'est le seul espoir que nous avons pour sortir de ce guet-apens du pouvoir autocratique. Et puis après, évidemment, il ne s'agit pas de revenir en arrière, reconstituer ce qui est avant Tayyip Erdogan, parce qu'avant Tayyip Erdogan, ou les premières années de Tayyip Erdogan, n'étaient pas non plus très propres, n'étaient pas non plus idéales. Il y a eu énormément de compromissions, il y a eu énormément de juges, de policiers qui ont servi le pouvoir de Tayyip Erdogan en inventant des procès iniques que Tayyip Erdogan et ses comparses aujourd'hui utilisent comme moyen contre d'autres sources de population. N'oublions pas que en 2009 déjà, en 2009, le parti pro-kurde DTP, le parti démocratique le parti démocrate de la société démocratique, DTP, Democratic Toplum Partisi, a été interdit en 2009. Donc, ce n'est pas très loin. Donc, sous Tayyip Erdogan, on dit les années 2000 étaient des années quand même mieux. Oui, c'était vrai, mais quand même, contre les Kurdes, il y avait quand même une répression significative en 2009. Il ne faut pas oublier l'interdiction de ce parti. Et cette interdiction a été applaudie par Tayyip Erdogan et par
par ses supporters de l'époque, malheureusement même les supporters qui, comme le mouvement Gülen, qui après a subi les foudres de Tayyip Erdogan, mais dans les années 2000 applaudissaient devant cette décision. Donc du coup, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de rebâtir en prenant. Il nous faut apprendre des erreurs du passé. Qu'est-ce qui nous a fait amener à cette dérive autoritaire qui est devenue autocratique? Pourquoi la société et les institutions n'ont pas pu résister devant cette dérive? Pourquoi la justice n'a pas pu résister? Pourquoi les médias n'ont pas pu résister? Dès 2007-2008, le pouvoir a commencé à bâillonner la presse, à pousser, à acheter Sabah par les proches de Tayyip Erdogan, etc. Les télévisions. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas pu, la société, ces institutions n'ont pas pu résister à cette dérive autoritaire? Qu'est-ce qui fait que en 2015, quand le Tayyip Erdogan a perdu la majorité et quand il a amené la Turquie dans un chaos, la société n'a pas pu résister dans cette stratégie de chaos et a suivi, a retourné vers Tayyip Erdogan en disant il va ramener l'ordre. Il faut qu'on se pose toutes ces questions et qu'on puisse après, si jamais Tayyip Erdogan et ses comparses sont chassés du pouvoir par les élections, il faut qu'on puisse remettre en place une Turquie qui a appris de ses erreurs du passé pour pouvoir fonder une Turquie démocratique, plurielle et pays de liberté. Merci, Monsieur Insal. Et une autre question. Vous qualifiez le régime en Turquie comme étant un régime de l'arbitraire. Et le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Comme nous l'avons témoigné dans l'exemple d'Osman Kavala, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas mises en œuvre. La CEDH a entamé récemment une procédure contre la Turquie. Et dans ce cadre-là, comment trouvez-vous la performance de la CEDH et des pays européens? Et que devraient faire les pays européens et les organisations internationales telles que la CEDH pour surmonter cela? C'est très difficile de faire surmonter cela parce que le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme qui est une émanation du Conseil de l'Europe, qui est différent. J'attire votre attention, Tayyip Erdogan confond systématiquement Conseil de l'Europe et Union de l'Européenne. Le Conseil de l'Europe est composé de 47 pays dont la Turquie est membre, un des membres, parmi les premiers membres du Conseil de l'Europe. Et dans ce sens-là, la Turquie siège dans le Conseil européen des droits de l'homme à un juge. C'est une femme aujourd'hui. Avant aussi, c'était une femme avant elle. À une juge dans le Conseil, dans la Cour européenne des droits de l'homme et dans le Conseil de l'Europe, la Turquie a le droit de vote. Donc, la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe. Et donc, on ne peut pas à la fois faire partie d'un organisme, voter dans cet organisme et de dire « je ne reconnais pas les décisions qui ne me plaisent pas de cet organisme ». Là, c'est vraiment l'hypocrisie totale qui montre que l'autocratie au pouvoir en Turquie est une autocratie qui est basée sur l'arbitraire et ses moyens d'application de l'arbitraire, c'est ne pas respecter les règles, ne pas respecter les institutions, ne pas respecter les lois. C'est un pouvoir qui procède par la déréglementation, par la désinstitutionnalisation et par la délégalisation. Et donc, dire que je ne reconnais pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, ça veut dire je ne reconnais pas le Conseil de l'Europe. Dans ce cas-là, la Turquie pourrait quitter le Conseil de l'Europe. Il y a un seul pays dans le pourtour européen qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe, c'est la Biélorussie, parce que la peine de mort est toujours appliquée, est toujours valable en Biélorussie. Mais sinon, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménistan, Russie, Ukraine, Moldavie, Albanie, Macédoine du Nord, Bosnie sont tous membres du Conseil de l'Europe. Ils ont voté ces décisions. Certains ont voté avec la Turquie contre les sanctions potentielles contre la Turquie pour non-application de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de la libération d'Osman Kavala. Et il y avait deux pays avec la Turquie qui ont voté non. La Turquie
et Azerbaïdjan et la Hongrie. Ce ne sont pas des pays très démocratiques. Et puis, il y a 7 pays qui se sont abstenus. La Russie, l'Ukraine, l'Albanie, la Roumanie, et puis 2 pays qui n'ont pas pris part au vote. Ça veut dire qu'ils sont abstenus. La Pologne et la Bosnie. Mais par contre, 35 pays ont voté la décision de sanctionner la Turquie si dans les mois à venir, la Turquie ne respecte pas la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. La même chose va arriver bientôt au sujet de la Selahattin Demirtas. Et la Turquie, en fait, pour les autres décisions, la Turquie, grosso modo, applique les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Il paye les indemnités qui sont décidées par la Cour européenne de l'homme au sujet de la Turquie. Mais c'est une application un peu selon son désir. Ce qui ne dérange pas trop, il applique. Ce qui ne dérange un peu trop, non, là, il refuse. Donc, c'est une attitude qui n'est pas du tout une attitude de pays respectant le droit, la Constitution et ses engagements internationaux. Qu'est-ce qu'il peut faire le Conseil européen des droits de l'homme? Il peut pas faire grand-chose, plus parce que le Conseil européen des droits de l'homme n'a pas été conçu pour, par ses propres moyens, changer les dictatures en démocratie. Ça n'a pas été conçu pour ça. C'était pour corriger à la marge les écarts de la démocratie, à la marge. Mais quand nous sommes devant des pays comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Azerbaïdjan, qui sont farouchement antidémocratiques, ouvertement antidémocratiques, qui se réclament, qui ne reconnaissent pas la Convention européenne des droits de l'homme quasi explicitement dans leur discours, là, la Cour européenne des droits de l'homme est un peu démunie, il faut le reconnaître. La seule chose qui arrivera à long terme, si ça continue comme ça, il peut y avoir des sanctions de plus en plus lourdes, mais là aussi, le réel politique fait que ces sanctions ne risquent pas d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'exclusion de la Turquie du Conseil de l'Europe, je ne le pense pas, mais peut-être la suspension de son droit de vote si elle insiste à ne pas respecter. Mais ce que je veux dire, la Cour européenne des droits de l'homme est un peu démunie parce que, je rappelle, quand cette Cour européenne des droits de l'homme a été instituée, on n'a pas pensé que cette Cour va aussi traiter des exactions des droits de l'homme dans des dictatures. Donc, quand c'est une dictature, vous ne pouvez pas corriger une dictature par une décision de justice. Donc, là, nous sommes un peu démunis. La Cour européenne des droits de l'homme prend des décisions, mais il ne faut pas s'attendre à ce que, simplement par la Cour européenne des droits de l'homme, la Turquie retrouve le chemin le chemin pour respecter les droits de l'homme. C'est une lutte interne en Turquie. Si la majorité des citoyens de Turquie arrivent à changer le régime, autocratique, arrivent à constituer un gouvernement élu démocratiquement avec l'engagement de respect des droits humains, là, nous pouvons retrouver le chemin, là, nous pouvons sortir de l'autoritarisme. Et c'est pas simplement par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme que nous pouvons avancer en Turquie. C'est important, il ne faut pas les sous-estimer. Ça apporte aussi un soutien moral aux gens qui sont réprimés, ce type de position. Il ne faut pas du tout sous-estimer. Moi, je pense que le combat démocratique ne doit pas, absolument pas négliger tous les moyens juridiques dont il dispose. Même si on sait que ces moyens juridiques ne donneront pas des résultats qui sont inscrits sur papier. Il faut toujours utiliser tous les moyens pacifiques, démocratiques dont nous disposons, même si on sait qu'on ne va pas les gagner. Parce que c'est aussi une manière de montrer à la société que le pouvoir est non respectueux de ses propres lois, de ses propres principes, et que en même temps, c'est un
cette bataille est très formateur aussi pour l'avenir, pour ce qu'ils ne peuvent pas faire le jour où on sortira de l'autoritarisme et de l'autocratie. Merci, Monsieur Insal. En fait, ma dernière question de ma part, si il y aura des questions de la part des spectateurs, si on aura du temps, je vais vous poser d'autres questions, mais ma dernière question est comment faut-il traiter les violations des droits humains en Turquie? Pour être plus précis, nous témoignons d'une polarisation et fragmentation parmi les victimes du régime dans la société turque. Par exemple, des milliers de personnes ayant des liens avec le parti HDP ont été arrêtées depuis 2016. La communauté turque ne voit pas cela. D'autre part, des dizaines de milliers de personnes qui ont des liens avec la communauté Gülen ont été purgées par les décrets-lois puis arrêtées. Cela aussi est ignoré par certains. Comment évaluez-vous cette situation? D'abord, je ne pense pas que ces répressions sont ignorées. Les gens les connaissent, mais la plupart se taisent. Il y a deux raisons pour cette silence relative. D'abord, en Turquie, la polarisation n'est pas simplement entre ce que Tayyip Erdogan considère comme ses amis et ce qu'il considère comme ses ennemis. La polarisation est aussi une polarisation interne à ce camp qui s'oppose à Tayyip Erdogan. On voit bien, par exemple, comment les Kurdes ont du mal à être acceptés par l'opposition, par une grande partie de l'opposition à Tayyip Erdogan comme des alliés. HDP, quand on dit HDP, une partie importante de l'opposition à Tayyip Erdogan a immédiatement ce brief et il ne veut pas du tout apparaître à côté ou d'être soutenu ou d'être en relation avec les membres de ce parti. Donc déjà, cette polarisation est dans la société, entre Turcs et Kurdes. Une polarisation existe aussi entre sunnites et alévites. Une polarisation existe aussi entre modernistes et conservateurs. Et à cela s'ajoute la polarisation contre le mouvement Gülen, parce que malheureusement aussi, il faut reconnaître, le mouvement Gülen dans les années 90-2000, les cadres dirigeants du mouvement Gülen, de la communauté Gülen, ont participé à des actions répressives illégales de l'État, dans la police, dans la justice, et que du coup, tant que ce mouvement n'a pas fait une reconnaissance de ces crimes du passé, ce sera très difficile pour l'opposition de se mettre avec les dirigeants du mouvement Gülen. Mais j'attire votre attention, c'est qu'il faut distinguer aussi dans ce qu'on appelle le mouvement Gülen, les gens qui ont été simplement, de par leur croyance, appartenance confessionnelle, communautaire, ou par leur sympathie, ont soutenu les œuvres charitables du mouvement Gülen. Ça, c'est aucune reproche qu'on peut faire à ces personnes-là. Et les personnes qui ont pris des décisions de voler les sujets pour les concours nationaux, placer leurs personnes par des moyens illégaux dans l'armée, dans la police, dans la justice, et organiser aussi des répressions par le biais de leurs personnes attachées au mouvement dans la justice et dans la police, comme nous avons connu ça jusqu'en 2013-2014. Mais je tire votre attention, il ne faut pas du tout tomber dans le piège de tout sympathisant à un moment donné qui a versé un peu d'argent dans la banque Asia par exemple, ou qui a versé de l'argent pour financer une école soutenue par la communauté Gülen à l'étranger, et ne doit pas être assimilé à ces crimes organisés du passé. Ça, c'est la stratégie de Tayyip Erdogan pour créer un grand purge dans la société afin de empêcher les gens de se mobiliser, puisque aujourd'hui, un des moyens les plus efficaces pour Tayyip Erdogan de tenir
son parti, de tenir ses députés, de tenir ses dirigeants locaux, c'est la menace que eux aussi, de par leur coopération dans le passé, peuvent être accusés d'être en relation avec le mouvement Gülen. Et je pense que le premier qu'on peut accuser d'être en relation avec le mouvement Gülen et dans le passé, c'est Tayyip Erdogan lui-même. Donc, cette utilisation de criminalisation des sympathisants du mouvement Gülen est utile pour Tayyip Erdogan pour empêcher l'apparition des oppositions, des séparations, des gens qui quittent le parti AKP. Cette menace doit être pour lui en permanence tenue, particulièrement sur la communauté AKP, qui a eu un rapport très naturellement dans les années 2000, un rapport étroit avec les œuvres, les actions de communauté Gülen. Alors là-dessus, la Turquie est un pays où malheureusement, à part quelques institutions comme l'Association des droits de l'homme, etc., la Turquie est un pays, est une société qui n'est pas une société. C'est constitué de partis qui ne reconnaissent pas les autres composantes de la société comme faisant partie entière de la société. Et donc, aujourd'hui, les mouvements, les répressions contre les Kurdes, contre les sympathisants de la communauté Gülen, contre les avocats. Il y a beaucoup d'avocats qui sont en prison aujourd'hui. Çağdaş Hukuklular Derneği, par exemple, énormément d'avocats, on n'en parle plus, non, aussi, parce qu'ils sont sympathisants de gauche, de l'autre côté, et ça, cette séparation interne de l'opposition est en même temps, évidemment, la force de Tayyip Erdogan, comme dans toutes les autocraties. Oui, merci, M. Insal. Le temps s'écoule très vite, mais j'ai aussi lu les questions de la part de nos spectateurs. Si vous avez du temps, j'ai une question. La question est suivante comme suivante. À la suite de la chute probable du gouvernement d'Erdogan, quel type de tendance politique dominerait la politique turque selon vous? Aujourd'hui, le programme qui se constitue contre Tayyip Erdogan, c'est l'alliance qui est formée entre le Parti républicain du peuple, le parti e-Parti, et probablement les autres partis de Davutoğlu, de Babacan et de Saadet vont rejoindre probablement cette alliance pour présenter des candidats pour présenter un candidat unique à l'élection présidentielle et peut-être aussi présenter un programme, un minimum de programme de sortie d'autocratie pour les élections législatives. Alors, pour le moment, ce que nous voyons, c'est que l'opposition est d'accord sur une chose d'une manière ferme. Nous ne voulons pas du régime présidentiel, nous ne voulons pas d'un régime où le pouvoir est réuni dans les mains d'une seule personne, d'un autocrate. Il faut reconstituer la séparation des pouvoirs, il faut reconstituer le pouvoir de l'Assemblée nationale, mais aussi l'indépendance de la justice, mais aussi l'autonomie des universités, mais aussi l'indépendance de la presse et des médias. Donc là-dessus, il y a un accord. Hein. On voit bien que normalement, avec un gouvernement issu de cette opposition, s'il y a une majorité parlementaire, et s'ils gagnent des élections présidentielles, leur candidat gagne des élections présidentielles, il va y avoir une période de transition, pas facile, une période de transition qui peut prendre du temps pour sortir d'abord des institutions mises en place par Tayyip Erdogan et ses comparses, et aussi pour
bâtir des nouvelles pratiques institutionnelles, des pratiques, des règles, des institutions, des lois, etc. Ça prendra du temps, ce sera une bataille, ce sera un combat, mais je pense qu'il y a un minimum d'accord. Est-ce que ceci va donner une vraie forte démocratie? Je ne pense pas, parce que les mouvements qui soutiennent l'opposition, en grande partie, sont aussi conservateurs. Ils sont conservateurs démocrates, mais ils ne sont pas des démocrates combattants. Par exemple, sur la question kurde, tout à l'heure, j'ai évoqué, ils ne sont pas prêts à reconnaître, ne serait-ce que le droit à l'enseignement en langue maternelle des Kurdes, par exemple. Là-dessus, c'est un tabou. Il n'est pas question. Il n'est pas question aussi de reconnaître la séparation, la reconnaissance des Alévis comme une confession à part, avec la reconnaissance des Djanévis, de lieux de culte des Alévis, comme un lieu de culte. La majorité sunnite est totalement irritée devant cette perspective. Et au sein de la majorité, au sein de l'opposition, il y a des Alévis, mais aussi il y a des sunnites très importants, une quantité de sunnites conservateurs importants. Donc du coup, sur ces questions-là, je ne pense pas qu'il y aura des solutions à court terme, mais il peut y avoir, peut-être grâce à la mise en place des institutions démocratiques, un débat libre susceptible de convaincre pour casser les résistances socioculturelles et non pas en réprimant l'opposition, en interdisant la parole. La démocratie est aussi un lieu où, un régime où les droits, les revendications sont débattus pour que ceux qui résistent à reconnaître ces droits soient in fine convaincus de l'utilité, de la nécessité et des arguments avancés par les demandeurs de ces droits. Donc, je ne suis pas du tout, je ne crois pas du tout que la Turquie, si jamais Tayyip Erdogan et AKP perdent les élections, deviendra d'un coup un pays paradisiaque. Je ne pense pas du tout. Mais ce sera un pays pour lequel l'espoir pour une société démocratique libre et égaux, des citoyennetés égales, devient potentiellement possible, qu'on puisse débattre, discuter, mobiliser, se battre démocratiquement dans cette direction. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Monsieur Insal. En fait, actuellement, je voudrais surtout dire une chose, c'est que l'opposition, nous devons nous poser aussi la question sur nous-mêmes. Sur la question kurde, il ne faut pas dire « mais qu'est-ce qu'ils veulent les Kurdes ?» Il faut d'abord dire « mais qu'est-ce qu'ils veulent les Turcs ?» Qu'est-ce qu'ils veulent que les Turcs deviennent? Qu'est-ce que les Turcs veulent que les Kurdes deviennent? Qu'est-ce qu'ils veulent, la majorité? Que les Kurdes deviennent turcs? Qu'est-ce que veut la majorité sunnite? Que les Alévis deviennent sunnites? Il faut qu'on pose la question à la majorité. Mais qu'est-ce que vous voulez face aux Alévis, face aux Kurdes, face aux socialistes, face aux non-musulmans, face aux athées, face aux démocrates, la majorité conservateur sunnite? Qu'est-ce que vous voulez? Que ces gens-là disparaissent, s'évaporent ou deviennent tous turcs, sunnites, conservateurs? C'est aussi à la majorité de répondre ce qu'il veut. Et je crois que la réponse n'est pas très bonne quand on voit les slogans que le monde entier soit turc et musulman. Là, j'ai un peu de ce slogan-là m'effraie. Et que le monde entier soit turc et musulman est un slogan totalitaire. Exactement. En fait, actuellement, près de 50 personnes nous vision en ligne, en direct. Il y avait deux questions, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps. C'est 19 Vous pouvez poser les questions, même si je ne réponds pas. C'est important que les questions soient posées. Excusez-moi? Vous pouvez poser les questions, même si je n'ai pas le temps de répondre. Mais il est important que les questions soient posées. D'accord, monsieur Insal. Un de nos spectateurs, il a dit que vous utilisez la même langue que le pouvoir en place. Cela n'est-il pas dangereux
quand vous décrivez les dérives de certaines personnes du mouvement Gülen comme si cela était systématique, alors que cela ne représente au final une partie du mouvement, je crois. Infiniment. Oui. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une décision tribunal en Turquie d'aujourd'hui qui confirme que certaines personnes appartenant au mouvement ont pris illégalement les questions d'excréments? Vu les morcellement des opposants en Turquie, il y a une chance de contrer Erdogan. La dernière question. Il y avait 3. C'est tout. Bon, ce sont des questions sur lesquelles peut-être vous ferez un autre débat, justement. Pourquoi pas, oui. on peut le faire voilà. Avec plaisir. Pour ce soir, il faut que nous terminons notre émission. Monsieur Insa, je vous remercie pour ce webinaire enrichissant et instructif. Vous avez touché à plusieurs sujets importants, tels que les groupes sociaux en Turquie, première classe, deuxième classe, troisième classe. Vous avez décrit la population turque et l'histoire des droits de l'homme en Turquie, aussi les mécanismes internationaux. Et à la fin, les situations des victimes en Turquie, la situation fragmentée, divisée en Turquie. Et vos commentaires et vos conseils sont très précieux pour nous. Je vous remercie encore une fois pour avoir été parmi nous et pour nous avoir éclairci davantage ce soir. Et je remercie aussi nos spectateurs pour leur présence et leur contribution. Et je voudrais dire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en espérant une Turquie meilleure pour les droits de l'homme. Et je vous souhaite une bonne soirée en espérant vous revoir dans nos prochains événements. Merci et merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Et en même temps, cette journée, c'est une journée de droits de l'homme, donc des droits humains. Et donc, c'est une journée, vos questions étaient très pertinentes par rapport à cette journée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.